Voyons les indices utilisés lors de la systématique phylogénétique pour classer donc les organismes et retrouver les liens de parenté. On va se baser sur des caractères. Un caractère, par définition, correspond à un attribut observable dans un groupe d'études par lequel il diffère dans d'autres groupes d'études. Ces caractères peuvent être de différentes natures. On va pouvoir utiliser différentes particularités. Ça peut être des particularités morphologiques. Morphologique, je rappelle que ça correspond à l'étude des caractéristiques externes, quelle que soit l'échelle d'études. Ces caractères morphologiques peuvent être par exemple les mamelles, les caractéristiques de la peau, les organes locomoteurs, pattes, ailes, nageoires. Ça peut être l'organisation du corps dans son ensemble, avec les différentes parties, tête, thorax, abdomen, les axes de polarité, les symétries, etc. etc. Donc, voilà, des caractères très nombreux. Les particularités anatomiques, donc ce sont des éléments internes qui peuvent être là aussi très variés, les feuillets embryonnaires, le cellome, les annexes embryonnaires telles que la myose, la présence d'un squelette de type osseux, du cartilage, etc. Donc très souvent, ces particularités vont être liées au plan d'organisation des organismes et on peut prendre des caractéristiques liées au développement embryonnaire. Les particularités également peuvent être analysées à l'échelle moléculaire, notamment les aspects génétiques, la molécule d'ADN ou encore les protéines et leurs séquences d'acides aminés. Ces caractères peuvent présenter plusieurs états, donc on va distinguer plusieurs critères. Ces caractères peuvent être présents ou absents, présence d'amiose, absence d'amiose. La position par exemple des pattes sur le corps. La dimension des différentes structures. Et pour élaborer l'arbre phylogénétique d'un groupe donné, on va utiliser un grand nombre de caractères. Caractères dont on fait l'hypothèse qu'ils sont hérités d'un ancêtre commun. Donc on va s'appuyer sur des caractères, des ressemblances plus ou moins importantes entre organismes. Et on imagine que plus le nombre de ressemblances est important, plus les organismes ont de chances d'être apparentés. Mais au final, on va pouvoir distinguer deux types de ressemblances. Deux types de ressemblances. D'une part, les ressemblances qualifiées de caractéristiques homologues. On parlera d'homologie. Une homologie, c'est une ressemblance attribuable à une ascendance commune. Donc ça va être une ressemblance qui est héritée d'un ancêtre commun. On va y opposer l'homoplasie. Donc l'homoplasie, c'est l'opposé, ça va correspondre à une ressemblance qui n'a pas été apportée par l'ancêtre commun. Donc une ressemblance qui ne témoigne pas d'une relation de parenté. L'homoplasie peut être de deux types, on va les détailler par la suite, la convergence et la réversion. Donc, quand on fait la phylogénie, on va utiliser des caractères, des attributs observables sur lesquels on suppose une hypothèse d'homologie. Au départ, on essaie de travailler sur des ressemblances dont on pense qu'elles sont héritées d'un ancêtre commun, mais on aura véritablement la preuve de cette homologie qu'à la fin de l'élaboration de notre arbre. C'est l'arbre phylogénétique qui permettra de dire si ces ressemblances sont de type homologue ou si elles sont de type homoplasique. Voyons les trois types de ressemblances.
Alors, on va les étudier de façon théorique sur des arbres phylogénétiques hypothétiques pour lesquels on a représenté l'ancêtre commun à 3 groupes qui sont représentés en haut. L'ancêtre commun est en bas. Au niveau de ces représentations, on va considérer un caractère qui est présent sous 2 états. L'état qualifié de primitif, entre guillemets, auquel on préfère le terme d'ancestral, qui est la forme présente chez l'ancêtre commun à nos 3 groupes d'études. Et un deuxième état qualifié de dérivé, donc qui va être l'état modifié par rapport à l'état ancestral. Au cours de l'évolution, quand on passe de l'état ancestral à l'état dérivé, il y a une innovation qui intervient, c'est ce qu'on appelle une innovation évolutive, que l'on va représenter par une flèche. À l'opposé, on peut parfois avoir un état dérivé qui revient à l'état ancestral. On parlera de réversion et on mettra une flèche sur ces schémas dans l'autre sens. Commençons tout d'abord par l'homologie. Dans cet exemple, le caractère étudié était à l'état ancestral chez l'ancêtre commun qu'il a légué à la lignée que je qualifierais de lignée de droite. Deuxième lignée, il va y avoir ici innovation évolutive qui transforme le caractère qui était à l'état ancestral pour le faire passer à l'état dérivé et il va sous cette forme être donné aux 2 branches, la branche de gauche et la branche de droite. Si on considère ces 2 groupes ici, celui de gauche et celui de droite, ils ont le caractère sous le même état, donc ils se ressemblent par cet aspect. Cette ressemblance d'aspect est une ressemblance de type homologue, on a une homologie, puisque cette homologie a été léguée par leur ancêtre commun exclusif, qui est ici. Donc on a ici une ressemblance due à leur lien de parenté étroit. On parlera de caractère homologue ou d'homologie. Les homoplasies, maintenant, commençons par la convergence. Là encore, on part d'un caractère à l'état ancestral chez l'ancêtre commun à nos 3 groupes. Il a été modifié pour passer à l'état dérivé chez le groupe de droite. Une autre lignée a d'abord gardé l'état ancestral pour le donner à une de ses branches. Par contre, la branche de gauche ici a acquis l'état dérivé après innovation évolutive. Si on regarde le groupe de gauche et le groupe de droite, ils ont le caractère étudié sous le même état, l'état dérivé, donc ils vont avoir une ressemblance pour ce caractère. Mais ici, ce caractère à l'état dérivé n'avait pas été légué par leur ancêtre commun qui est tout en bas. Donc là, on parlera de phénomène de convergence. On verra des exemples dans la prochaine vidéo de convergence qui sont des ressemblances non héritées d'un ancêtre commun, mais qui sont dues à des modifications, des adaptations liées aux contraintes, des adaptations au mode de vie ou au milieu de vie. Dernier cas de figure, la réversion. On part toujours de l'état ancestral du caractère. Il a ici été légué à la branche de droite, au groupe de droite. À gauche, il y a eu une innovation évolutive pour le faire passer à l'état dérivé. Sous cet état, il a été donné à la branche médiane, branche du centre. Par contre, pour obtenir le groupe de gauche, il y a eu un phénomène de réversion, retour à l'état ancestral. Donc là, si on regarde le groupe de gauche et le groupe de droite, ils ont le caractère sous la même forme, sous le même état, donc ils se ressemblent pour ce caractère, mais là, ils se ressemblent du fait d'une réversion qui est intervenue dans la lignée de gauche. Donc ici, ces cas de réversion sont plus rares. On peut citer l'exemple des levures qui sont des champignons unicellulaires. L'état unicellulaire, on considère que ici c'est une réversion par rapport à l'état pluricellulaire. Les ancêtres des levures étaient pluricellulaires et il y a eu un retour à l'état unicellulaire chez ces champignons.